Voilà, ce que vous êtes en train de regarder est la seconde partie d'une vidéo qui commence sur la boîte magique. Je vous explique grosso modo, j'ai terminé la série classique de Doctor Who, série pour laquelle j'avais fait des fiches Wikipédia, et j'avais demandé aux gens de me poser des questions sur Twitter à propos de cela, questions auxquelles je répondrai en vidéo. J'ai fait une vidéo sur la boîte magique dans laquelle je répondais à des questions qu'on me posait régulièrement et où je parlais de trucs assez généraux pour donner un peu l'envie aux gens d'avoir la curiosité de regarder les épisodes de Doctor Who classique. Du coup, je fais cette vidéo pour répondre aux gens qui m'ont aussi posé plein d'autres questions. Elle est beaucoup plus technique, beaucoup plus spécifique, venant de gens qui ont un petit peu regardé la série de l'époque. Donc voilà. Il est possible que ça coupe parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai plus des masses de batterie. Mais c'est parti pour un truc assez long. J'espère que ça va vous plaire. Ton docteur classique préféré, j'ai déjà répondu dans la vidéo de la boîte magique. Le sixième docteur est-il si catastrophique que ça euh, Non, non. Mis à part le tout premier épisode dans lequel il apparaît, dans lequel j'ai trouvé que c'était vraiment un trou du cul. Euh, le reste du temps, il a une personnalité bien trempée, mais qui est quand même assez sympathique. Le seul problème, non, les deux problèmes qu'il a, c'est que les épisodes où il apparaît sont pas génial au niveau du scénario. Ils sont sympas pour une grande partie, mais sans plus, avec quand même pas mal de défauts et des moments où il est hors caractère, et des trucs comme ça. Et en plus, il se coltine les deux pires boulets de l'histoire de la série avec Adric, c'est-à-dire Mel et Perry. Là encore, j'en parle dans la boîte magique. C'était pas désagréable à regarder non plus, hein. Ça va, ça se regarde. Mais je pense pas que c'est la meilleure période de la série. Est-ce que le Valeyard était une bonne idée et penses-tu que l'on le reverra un jour? Non et non. Alors, pour vous expliquer, le Valeyard, c'est en gros comment dire, il y a eu tout un arc de la série Doctor Who dans lequel le docteur est accusé d'avoir fait différents crimes. Euh, et il est dans un tribunal où il y a d'autres seigneurs du temps autour de lui. Et un des seigneurs du temps veut absolument la peau du docteur. Et là, à la fin de cet arc, gros retournement de situation, on s'aperçoit que cette fameuse personne nommée le Valeyard qui a envie de tuer le docteur n'est autre que le docteur lui-même. Selon le maître, ça arrive après sa 12e régénération. Et donc, du coup, ce personnage du Valeyard est le docteur qui plus tard veut tuer le sixième docteur afin de récupérer les vies restantes entre le sixième et le 13e. Ça pose énormément de problèmes. Déjà un d'ordre logique, puisque effectivement, s'il est le docteur dans le futur, pourquoi est-ce qu'il veut se tuer dans le passé? Ok, c'est pour récupérer les vies plus tard, mais dans ce cas-là, il y a un énorme paradoxe temporel. Ça veut dire tous les moments qu'il a vécu entre sa sixième et 13e incarnation n'existent plus, donc lui-même ne devrait pas exister. Ça me semble assez logique. Euh, et du coup, c'est aussi la merde parce que la série doit continuer un peu plus loin. Alors effectivement, hein, certains me disent oui, mais c'est intéressant, ça montre que le docteur, il est ambivalent, il n'est pas forcément... toutes ses incarnations ne sont pas forcément bonnes et qu'une de ses potentielles incarnations peut être mauvaise. Je veux bien, mais il y a eu plein d'autres idées là-dedans. Dans la nouvelle série, il y avait The Dream Lord, qui est le subconscient du docteur et qui est pas très sympathique non plus. Il y a plein de moyens de montrer que le docteur, au fond, il pourrait être ambivalent, mais il est gentil. Là, c'est vraiment une technique de merde, parce que du coup, t'es obligé plus tard de prendre en compte qu'il va y avoir une incarnation mauvaise du Docteur, et qui n'est pas le War Doctor qui était censé être une incarnation mauvaise du Docteur, alors qu'en fait le mec est un plutôt gros bisounours avec un flingue.
Mais non, là, t'es obligé de dire que dans le futur, il y aura la dernière incarnation du Docteur, ça va être un connard. Comment tu peux faire des épisodes avec ça? Enfin, c'est maudire tous les épisodes qu'il va y avoir ensuite avec. Et puis en plus, c'est expliqué que le Valeyard, la dernière incarnation du Docteur, parce que en gros, il a fait ça parce qu'il avait envie d'avoir des vies supplémentaires. Or, la série, dès qu'on en arrive à un moment où on dit ben, c'est la dernière incarnation du Docteur, après ça, tu fais plus rien. Donc du coup, c'est une très mauvaise idée et on a demandé dans les années 90, quand la série s'est terminée officiellement par la BBC, elle a continué à se poursuivre en roman. Il y a eu des romans, au départ non officiels, puis un peu chapeautés par la BBC, dans lesquels on racontait les histoires du 7e Docteur après la fin de la série. Voilà. Et il demandait expressément aux auteurs de ne jamais, jamais, jamais reparler du Valeyard, parce que c'était une impasse scénaristique. Et je suis d'accord, le Valeyard, c'est une impasse scénaristique, et à partir du moment où il apparaît, bah, c'est un peu bloquer la situation pour les épisodes à venir, pour le futur de la série, quoi. Donc, non, j'espère qu'on va plus jamais reparler de ce personnage. Alors, autre question qu'on me pose, est-ce que la série classique a fait quelque chose de mieux que la nouvelle série? C'est vrai que c'est une question qui me pose un peu perplexe, parce que d'un côté, j'ai envie que vous regardiez l'ancienne série, mais c'est vrai que quand on me pose la question qu'est-ce qu'elle a que la nouvelle série n'a pas, je suis en train de me poser des questions. Parce que c'est vrai que la nouvelle série, si on me demande si je préfère la nouvelle ou l'ancienne, même en m'étant tapé tous les épisodes de l'ancienne, je vous dirais la nouvelle. Parce que c'est plus dynamique, le docteur est mieux incarné, les scénarios sont vraiment très prenants et ils poussent vraiment la science-fiction en avant. Et il y a vraiment des grands arcs. Et puis techniquement, c'est très très bien foutu. Bon, pas au début, mais voilà. Moi, je trouve que les effets spéciaux de la nouvelle série sont largement potables quoi, par rapport à ce qu'on avait avant. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'il y avait de mieux dans l'ancienne série? Il y avait du temps. Dans l'ancienne série, on prenait son temps, des fois trop, ce qui donnait des épisodes méga chiants. Mais au moins, il y avait vraiment, il n'y avait pas cette frénésie des fois à raconter une histoire. Qu'est-ce que la nouvelle série n'a pas? La nouvelle série n'a pas le brigadier. Voilà. C'est... mais le brigadier n'est pas dans tous les épisodes, donc il est même pas dans un quart de la série peut-être. Mais c'est quand même un super personnage. Ouais, il y a quand même un peu plus de temps, il y a des épisodes en 4 parties. Il y a la tentative de faire des trucs en télévision. Et il y a surtout le côté très nostalgique d'une époque qu'on peut revoir maintenant. Chose qu'on ne peut pas voir là parce qu'on a trop le nez dessus, quoi. Même les épisodes de 2005, on peut pas dire oh là là, c'était vraiment l'époque des années 2000. Non. Dans 20 ans, ouais, peut-être qu'on va se dire ah ouais, c'est vrai, c'est ça, tel truc, les machins. L'agent du risque qui me dit conseilles-tu aux gens qui veulent découvrir Doctor Who classique de commencer par le premier épisode ou recommandes-tu un autre ordre? Donc j'en parle dans ma vidéo sur la boîte magique. Je recommande dans le désordre ou de piocher des trucs à droite et à gauche. Et après, si ça nous plaît, d'essayer de se taper toute la série en marathon. Mais c'est vrai que c'est pas très très facile d'accès. Vaut mieux justement goûter un peu le plat avant de s'enfiler toute la marmite. Je suis pas très très sûr de mon allégorie, mais voilà. Le nono qui me dit est-ce que la période sans tournevis sonique est frustrante? Oui, alors pour vous expliquer, en 81-82 peut-être, dans l'épisode The Visitation du 5e Docteur, le producteur a décidé de dire bon, on arrête avec le tournevis sonique,
C'est un élément beaucoup trop facile, et du coup, il a profité d'un épisode où le tournevis était pété pour dire on ne réutilise plus ce gadget. Et bah, pour le coup, la période n'est pas frustrante du tout, parce que les scénaristes ont décidé de trouver d'autres moyens d'expliquer que le docteur se sortait de telle ou telle situation. Voilà, à partir du moment où on a des gens compétents, le tournevis n'est juste qu'un moyen utile de solutionner quelques problèmes. Je pense que ce qui était plus frustrant, c'était l'époque où il n'avait pas sa fameuse carte, son psychic paper là, qui permet de dire aux gens, voilà, pouf. Parce que du coup, on était obligé de passer par 1 ou 2 minutes où le docteur a expliqué aux gens, excusez-moi, oui, je suis le docteur, non, je suis pas un fou, voilà, voilà. Des fois, il faisait appel à Unit en disant, oui, appelez le brigadier, Lesbridge Stewart, il va vous dire que je suis conseiller. Pour eux, donc du coup, ça évacuait le problème. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était un petit peu chiant, un petit peu redondant. Mais pour le tournevis Sonic, non, ça va. La période où il était, où il n'y avait pas de tournevis Sonic, ça marche aussi. Est-ce que ça vaut le coup de voir les épisodes de l'ancienne série quand on a vu la nouvelle série? Oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Sinon, je ne serais pas là à vous en parler et je n'aurais pas passé mon temps à regarder tout ça. Après, est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi, pendant des années, j'ai regardé la nouvelle série et je me passais bien de l'ancienne, comme on peut regarder la nouvelle série et n'avoir jamais vu un seul épisode de Torchwood. Ou un seul épisode de The Sarah Jane Adventure, qui est une série très chouette, mais je suis certain qu'il y a énormément de gens qui ne l'ont pas vue. Alors, il y a la MacCat Team qui m'a posé plein de questions, mais plein, donc je vais y répondre. Alors, comment aborder la série sans louper les éléments cool? Euh, c'est compliqué, parce qu'il y a des éléments cool qui apparaissent dans des épisodes un peu pas terribles. Je vois le premier épisode où Canine apparaît, c'est un peu un gros nanar, quoi. Bah, regarde les fiches Wikipédia. C'est un petit peu pour ça que je les ai faites aussi. Peut-être que je ferai peut-être un guide de si vous vraiment vous voulez regarder la série en ne regardant vraiment que le substrat. Mais vous y perdez un petit peu, hein. C'est bien aussi de se perdre et de regarder des épisodes comme ça, quoi. Est-ce que tu te donnais des horaires pour regarder la série? Non. Je le regardais comme vous, quand vous avez envie de regarder un truc à la télé, quoi. Voilà, moi, je disais, tiens, j'ai rien à faire ce soir, allez hop, boum, un épisode. Est-ce que tu ne t'es pas lassé du rythme parfois un peu lent? Si, au tout début, la série est quand même vachement lente. C'est pour ça aussi que je déconseille les premiers épisodes, surtout celui avec les Daleks, qui est quand même. Ah ouais, mais ils sont dans des couloirs et ils passent un tunnel et ils passent par-dessus un gouffre dans un couloir. On voit pas grand-chose parce que c'est filmé dans le noir quasiment, quoi, et en noir et blanc. Et il y a tout un passage où il y en a un qui passe, puis il y a le deuxième qui passe, puis il y a le troisième qui passe. Et bien, il me semble qu'il y en a un qui tombe à un moment, mais non, ouais, le début c'était quand même un peu lent et c'était un peu relou. Et plus ça va, plus on voit que la série se modernisait et avait un côté beaucoup plus frénétique. Je vois les épisodes du septième Docteur, qui pour certains font que 1h15, hein. Les trois parties bout à bout, finalement, on atteint presque le temps des 50 minutes d'un épisode de la nouvelle série. Les épisodes du 7e Docteur étaient quand même vachement plus frénétiques et on commençait à avoir un tempo qui va un peu mieux avec notre vitesse de lecture actuelle. Il faut dire quand même que la première série avait été créée pour être une série qui dure toute l'année. Toute l'année, avec allez, on va dire grosso modo 1 mois de pause, et on réenchaînait. On est loin des trucs allez, qui durent 2 mois, quoi. Donc ça a été comme ça pendant que je dise pas de conneries, avec les 2 premiers docteurs, et ça a duré les 6 premières années, quelque chose comme ça. Donc, faut, donc du coup, fallait rallonger la sauce, il fallait se donner du temps.
Là où quand tu fais un truc en format un peu plus ramassé, ça va plus vite. Les épisodes en retcon sont-ils regardables? Alors oui, mais alors il faut que je vous explique ce que c'est un épisode en retcon. Je vous avais expliqué que des épisodes avaient été perdus. Dans mon top 10 des choses incroyables sur Doctor Who, un truc comme ça, il y a eu une centaine de parties de la série qui ont été perdues. Certaines ont été retrouvées, certaines ont été un petit peu modifiées, mais pour la plus grande partie, il ne reste que la bande audio de l'épisode. Du coup, des fans de la série dans les années 90 ont repris toutes ces bandes audio et ont recollé des photos d'époque. Et puis des sous-titres pour dire il entre, il sort d'un truc. Du coup, c'est parfois très chiant parce que quand il y a très peu de photos, du coup, c'est pas très très lisible et il faut vraiment s'imaginer les trucs dans la tête. Après, c'est pas insurmontable. Moi, je me souviens aussi d'épisodes comme ça où j'ai dit ah ouais tiens cet épisode-là il était vachement bien et puis en y repensant je fais mais en fait c'était un retcon et dans mon souvenir c'était un épisode que j'avais vu comme ça quoi. Non, si vous voulez vous en taper certains, The Macra Terror, Evil of the Dalek sont quand même pas mal du tout. Euh, voilà, faut s'accrocher plus qu'à regarder un épisode normalement, mais ça fonctionne. Le tournevis a-t-il évolué et avec quel docteur? Ok, alors petite histoire du tournevis sonique qui est assez rapide. En gros, dans un épisode, le docteur sort un tournevis sonique pour à la base s'en servir comme tournevis. Hein, vraiment, c'était pour enlever des écrous autour d'une plaque. Du coup, ils auraient utilisé ce gadget un petit peu par-ci par-là, quoi, avec le deuxième docteur, en lui donnant des fonctions un petit peu loufoques ou des fonctions assez pratiques. Et puis, c'est resté. Il y a des docteurs qui l'utilisaient rarement. Il semble que le troisième docteur l'utilise ponctuellement, le quatrième un peu moins. Et à partir du cinquième, ils ont détruit le tournevis sonique, comme je vous l'avais expliqué. Et il n'est pas réapparu avant le 8e Docteur. Et il avait grosso modo la même forme. Il n'y a que vraiment dans la nouvelle série où ils ont vraiment changé la forme du tournevis selon les différents Docteurs. Pourquoi cette transition entre un homme mystérieux et quelqu'un d'ultra dynamique? Je pense que c'est pas vraiment une transition, puisque le deuxième Docteur était déjà quelqu'un d'assez dynamique. En fait, avec chaque acteur vient une proposition de la façon dont il joue le docteur. Donc on est passé par un type dynamique à quelqu'un d'un peu colérique, en passant par quelqu'un d'espiègle, en passant par quelqu'un de mystérieux. Donc chaque fois il y a un changement dans la série. Et donc du coup c'est venu aussi avec l'époque. Hein. Le premier docteur était quand même quelqu'un qui était pas très très en forme. Pour l'ironie, c'est marrant de voir que William Hartnell était considéré comme vieux, alors qu'il a grosso modo l'âge qu'a maintenant Peter Capaldi, qu'on considérait limite comme un homme mûr, quoi. Sans doute que en 50 ans, les progrès de la longévité et de la médecine, voilà quoi, on peut avoir un acteur dynamique à 55 ans et des poussières, c'est tant mieux. Après, on va pas se cacher, William Hartnell buvait beaucoup, donc buvait et fumait beaucoup, ce qui lui a donné une santé assez déplorable. Et le fait qu'il oubliait la plupart de son texte, qu'à la fin, il avait des problèmes de Parkinson. Voilà, hein, ça n'aide pas. Voilà, essayez d'avoir une vie saine, les enfants. Oui, je sais, c'est complètement ironique quand on sait que je suis pas le dernier à picoler. Pourquoi le vortex change? Pourquoi les régénérations ont des effets visuels si variés en classique et si uniformes en New Who? Sincèrement, je pense que tu sais un petit peu la réponse à la question. En 26 ans,
de séries télé, sachant qu'en plus on est passé vraiment d'une époque en noir et blanc à une époque en couleur et en digital, et ben, les effets spéciaux ont changé à la télévision et le budget d'une série comme Doctor Who aussi a évolué durant les années. Et donc, effectivement, le vortex temporel change la façon de faire la transition entre un nouveau docteur et un ancien a changé aussi. Hein. Surtout, il faut se souvenir d'une chose, les épisodes n'étaient pas faits pour être diffusés. Dans les années 60, le concept de rediffusion n'existait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont effacé des bandes comme des blancs, quoi. Euh, du coup, du moment que le docteur se régénère et que les faits soient assez jolis, ça marche. Maintenant, après, on est dans les années de 2010. C'est bien qu'un effet reste le même, quoi. C'est bien qu'il y a de l'immunité un petit peu dans la façon dont on fait une série de science-fiction. Donc voilà, on n'a pas le même rapport au visionnage et on n'a même pas le même rapport aux effets spéciaux. À quelle personne doit-on les meilleures idées de la série classique ? J'avais commencé à faire une liste et je me suis rendu compte que, mis à part vous faire du name dropping, ou alors vous raconter toute l'histoire de la série, je crois que ça ne servirait à rien. Hein. Je pourrais vous parler de Terry Nation, de Dennis Spooner, de Robert Holmes, de Verity Lambert, de Sidney Human. Ça prendrait tellement de plomb. C'est une série qui a duré 26 ans. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est passé, après, qui est revenu, après, etc., etc. Je peux peut-être vous raconter un tout petit truc, c'est pourquoi la régénération. Parce que j'aime bien l'idée de la façon dont c'est arrivé. C'est arrivé suite à des empilements. Par exemple, la régénération, c'est venu qu'à une époque, donc le premier docteur, William Hartnell, s'entendait très peu avec le producteur de la série. Un mec qui détestait la science-fiction d'ailleurs, qui était arrivé sur Doctor Who parce que la BBC lui avait dit « Tu vas faire Doctor Who ». Du coup, le mec avait dit bon à l'occasion d'un épisode, on change William Hartnell par un sosie. Ce qui n'est pas une idée farfelue. Hein. Regardez Game of Thrones, dès qu'il y a un acteur qui est plus disponible ou qui peut plus faire un truc, on le remplace par un acteur qui ressemble grosso modo à son personnage. Et puis la BBC a eu vent du projet et ils ont dit non. Et ils ont dégagé les gens et gardé Hartnell. Le problème, c'est que William Hartnell, 6 mois après, il était plus en forme du tout. Comme j'ai dit, il avait une santé totalement déclinante, c'était plus possible. Et donc, du coup, le producteur d'après a dit bon, alors, on n'a pas le droit de le changer par un sosie, comment on fait ? Et c'est là qu'il a eu l'idée de le changer par un acteur qui est complètement différent, qui aurait un jeu d'acteur différent, une tête différente, et en expliquant que le docteur se régénère. Et c'est là qu'est née la régénération, et c'est là que c'est sans doute à cause de ce coup de génie que la série s'est maintenue aussi longtemps à la télévision, je pense. Dans quelles circonstances la série Doctor Who classique s'est achevée ? En gros, elle ne s'est pas achevée. C'est ça le truc, c'est qu'on a tendance à dire qu'elle a été annulée par la BBC, elle a juste pas été renouvelée par la BBC. En gros, grosso modo, dans les années 80, les exécutifs de la BBC commencent à en avoir marre de Doctor Who. Ils trouvent que c'est une série débile, ils trouvent que c'est une série violente avec des effets spéciaux pourris. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils ont imposé un hiatus au milieu du run du 6e Docteur. Ça a fait gueuler à l'époque, il y avait beaucoup de fans qui ont gueulé, ils ont même été jusqu'à faire un disque qui s'appelle Doctor in Distress et qui est une horreur. Mais bon, voilà, ils l'ont au moins fait. Et du coup, la BBC a dit oui, bon, on remet Doctor Who à l'antenne. Hein. Mais en gros, ils ont cherché à faire en sorte que les audiences se cassent un petit peu la gueule. Après le 6e Docteur, ils l'ont un peu viré, l'acteur qui jouait le 6e Docteur, Colin Baker, et ils ont mis Sylvester McCoy à la place. Les épisodes de Sylvester McCoy, ils les ont mis en concurrence en face de ITV Coronation Street. Coronation Street, pour vous dire, c'est un peu l'un des soaps les plus regardés d'Angleterre. Il y a
3-4 soap opéras qui ont à peu près l'équivalent d'audience de Plus belle la vie en Angleterre à l'époque. Il y avait EastEnders, et il y avait Coronation Street, et il y en avait un autre, mais j'ai perdu le nom. Et donc ils l'ont foutu à côté. Ils l'ont foutu à la même case horaire. Du coup, ça n'a pas aidé. Les audiences étaient de plus en plus catastrophiques. Et puis, au bout de la 26e saison, ils ont dit, on arrête les frais. Mais toutefois, ils savaient qu'il y avait un gros réservoir de fans. Et du coup, ils ont juste pas renouvelé la saison. Ils ont mis, par exemple, le producteur de Doctor Who de l'époque est resté en poste 1 ou 2 ans après l'arrêt de la série. Et puis un mec des USA a voulu avoir les droits de Doctor Who, donc ça s'est négocié, ça a donné le 8e Docteur. La BBC, entre-temps, a vu que la série avait toujours un noyau de fans, même si elle était finie depuis 7-8 ans. Du coup, ils ont continué à chercher à faire des trucs avec, ils ont pensé à faire des trucs au cinéma, ils ont pensé à faire des épisodes pour Internet en façon dessin animé. Il y en a eu un qui était Scream of the Shalka, qui est sympa à regarder, mais sans plus. Et puis, à un moment, ils ont donné les droits de la série à un type qui s'appelait Russell T. Davies et qui voulait vraiment que la série soit renouvelée. Et boum, 2005, renouveau Doctor Who. Comment parle-t-on le gallifréen ? Ça ne se parle pas, le gallifréen. Ça n'est pas une langue comme l'elfique du Seigneur des Anneaux, c'est nous le Klingon. Dans la série, les Gallifréens parlent tous anglais. Et la nouvelle série explique pourquoi. D'où sort Suzanne Foreman, bordel de merde ? Bonne question. Alors, Suzanne Foreman, en gros, c'est l'un des premiers personnages à suivre le Docteur. C'était sa petite fille, puisque à l'époque, le Docteur était joué par William Hartnell. Il était assez vieux, donc on pouvait opter pour qu'une jeune fille de 16 ans soit légitimement sa petite fille. Mais pour le coup, on ne sait rien des origines de Suzanne. Elle part dans un épisode après une saison, parce que l'actrice en avait un peu ras le cul de jouer les ados chiantes qui passent son temps à hurler. Du coup, on n'a pas vraiment ses origines à Suzanne. Certains ont voulu en parler un peu, mais comme le personnage est quand même vachement oublié, quoi, ça date des années 60. C'est un personnage qui a duré une saison sur une série qui en a duré 26. Du coup, pourquoi revenir sur ses origines ? Le Docteur, à un moment, je pense que la nouvelle série en parle en filigrane un petit peu. Le Docteur explique qu'il s'est marié à une époque, avant Riversong, attention. Et que voilà, il s'est peut-être marié, il a peut-être eu des enfants qui, à leur tour, ont eu des petits-enfants. Je pense que c'est ce qui est largement le plus probable. Mais la nouvelle série, mis à part vraiment faire plaisir à des vieux fans qui ont suivi toute la série à l'époque, ne va pas trop en reparler. Les 2 rares fois où on revoit Suzanne après, c'est vraiment des caméos un peu gratuits. Où elle apparaît là parce que on l'a enlevée et qu'on l'a mise là. Mais il n'y a jamais d'explication de ce qu'elle devient, en fait. D'ailleurs, tu as pu écouter les épisodes radio du 8e Docteur ? Non. Là, j'ai fini la série classique. Je fais une pause Doctor Who. Je continue à regarder la nouvelle série. D'ailleurs, il faut que je regarde l'épisode 9. Mais sinon, là, je vais faire une pause. J'ai envie de regarder d'autres trucs. Puis je reprendrai peut-être l'univers de Doctor Who plus tard, dans quelques années, ou peut-être dans une décennie, qui sait. Voilà quoi, j'ai pas envie non plus de finir ma vie avec une pierre tombale qui dira Julien Evrard, il a regardé tous les épisodes de Doctor Who. Ça m'intéresse moyen. Comme les Zygon qui sont revenus récemment, quel méchant de la série classique aimerais-tu revoir ? Alors, des races de méchants, j'en ai pas trop. Parce que je pense que toutes les races de méchants à peu près potables ont été réutilisées ou reprises dans des caméos.
où voilà, je pense qu'on a quand même bien évacué tout le passé de la série. Après, quelques méchants classiques en eux-mêmes, j'aimerais bien qu'on revoie les Celestial Toymaker, qui était un truc complètement bizarre. D'où sort ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il peut diriger le TARDIS? Pourquoi est-ce qu'il semble avoir une emprise sur l'univers? Il y a un truc bizarre. Et surtout le Meddling Monk, qui était un autre seigneur du temps, qui, à l'époque où les seigneurs du temps ne s'appelaient pas les seigneurs du temps. Eh oui, la batterie a coupé, alors du coup, voilà, je suis obligé de reprendre 2 heures après. Et la luminosité est un peu pourrie. Alors voilà, je parlais du Meddling Monk, qui est un personnage de l'époque du premier Docteur, que j'aimerais bien revoir, parce que c'était un autre seigneur du temps, qui, pour le coup, aimait bien faire des anachronismes. Euh, et du coup, il y avait un côté, c'est à la fois un antagoniste du Docteur, mais c'était un peu un arnaqueur, un peu drôle, un petit peu timbré. Et rejoué par un autre acteur, ça serait pas mal. Mais alors par contre, il faudrait expliquer pourquoi est-ce qu'il aurait échappé à la Time War, et là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, par quelle technique d'effets spéciaux, notamment le générique, ont été créés dans les années 60-70? Eh ben, alors pour le générique, il me semble que les génériques de Doctor Who de l'époque, c'était de la superposition d'images, des effets de miroir à travers des lampes, des trucs comme ça. Alors, dans les années 70, eh ben, c'était du fond vert. Ils ont commencé à l'époque à faire des fonds verts. Tiens, regardez. À l'époque, ce n'était pas un fond vert, mais un fond d'une autre couleur. Parce qu'en gros, l'idée du fond vert, hein, vous la connaissez tous, c'est de prendre du vert et d'enlever tout ce qui est de couleur verte et le rajouter par une autre image. Le truc, c'est que à l'époque, ils avaient des fonds jaunes, ils ont tenté des fonds rouges, des fonds violets, avant d'arriver avec des fonds bleus. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore quelle était la couleur, la meilleure couleur pour faire ce genre de choses. Si le vert est majoritairement utilisé, hein, un vert un peu pétant, pas comme celui-là, c'est parce qu'il y a très peu de chances de retrouver du vert sur une personne qui va se déplacer devant des trucs. Sinon, comme effet, ils ont eu des maquettes, des marionnettes en maquette aussi, comme Star Wars, mais quand même vachement moins élaboré, parce que celles de Star Wars ont coûté quand même un bon gros paquet. Après, il y a l'époque des années 60 où tout était en noir et blanc, et évidemment, un fond vert avec une caméra noir et blanc, ça ne peut pas fonctionner. Ils ont utilisé plusieurs types de procédés, dont un qui m'amuse particulièrement, qui est de projeter un truc sur un écran de cinéma et de mettre l'acteur devant. Et avec l'effet de perspective, on projette par exemple une fourmi géante sur une toile de cinéma derrière, on met un acteur en face et on a l'impression que l'acteur est poursuivi par une fourmi géante. Voilà. Par exemple, il y avait ce genre de truc. Sinon, costume, maquillage, trucs en carton, latex, etc., etc. Et sinon, dernière question, la Rani était-elle un personnage intéressant ou juste un master au féminin? Les deux, mon colonel. Alors, l'Arani, qu'est-ce que l'Arani? C'est une autre seigneur du temps qui est apparue dans 3 épisodes et qui était une seigneur du temps démoniaque. Le truc, c'est que le premier épisode dans lequel elle apparaît, il y a le docteur, le maître et elle. Et du coup, elle n'arrête pas de faire des pics ironiques sur le maître, bien qu'elle est son allié. Elle explique qu'il passe son temps à essayer de chercher une vengeance inutile contre le docteur. Elle se fout un peu de sa gueule et de ses méthodes un peu débiles de temps en temps. Bref, elle était assez amusante pour ça. Dans les épisodes par contre où elle est apparue toute seule, c'était vraiment le maître mais en femme quoi.
En plus, Kato Mara est une actrice de soap opéra. La subtilité, c'était pas son fort. Alors du coup, c'est beaucoup de trucs genre ah, docteur, je vais vous détruire. Enfin, c'est assez fun à regarder quand même, mais c'est vrai que je comprends que le personnage ne soit pas revenu et que, quitte à mettre un seigneur du temps maléfique, ils ont préféré faire un nouveau maître en femme, qui est Missy, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est fini, ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions sur Doctor Who classique. Je pense que la vidéo va être bien longue. Du coup, je vais pas épiloguer. Passez une bonne journée, voilà.